Voyage en récit, Olivier Barraud et Geoffroy Scrive. Olivier Barraud, nous nous retrouvons à Paris, non loin de chez vous, dans un établissement que vous ne connaissiez pas, la Congrégation des Lazaristes. Très heureux de vous la faire découvrir. Mais si nous nous rencontrons, c'est peut-être parce que vous allez nous faire découvrir ou redécouvrir quelques aspects de la vie de Sacha Guitry. Sacha Guitry, vous lui avez consacré au moins un livre, peut-être l'une des 6000 émissions que vous avez pu donner à la télévision française, Un livre un jour. Un livre un jour. Donc nous allons parler de ce livre intitulé Sacha Guitry, L'homme orchestre. Peut-être pouvons-nous commencer par dire que nous allons parler d'un bourreau de travail. Parce que c'est pas forcément l'image que l'on retient aujourd'hui, mais c'est quand même un fiefé bourreau de travail que fut Sacha Guitry. Au reste, le nombre de ses œuvres, que ce soit d'ailleurs le théâtre, le cinéma également, plus tout le reste, puisque Guitry est quelqu'un qui s'intéresse à tous les modes d'expression, la radio, la télévision, alors qu'elle est encore dans ses linéaments, etc., la publicité, c'est effectivement un bourreau de travail. Il n'aimait que le travail. Il l'a souvent dit. En réalité, je crois que Guitry a eu deux passions. Son père d'abord, le travail ensuite. On a beaucoup dit qu'il était un homme à femme, etc. Oui, c'est vrai qu'il a été marié 5 fois, c'est sûr, mais pour le connaître tant soit peu depuis tant d'années, j'ai le sentiment que non, les femmes n'ont pas été, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, l'affaire de sa vie. Ce qu'il aimait, c'était produire, travailler, étudier, regarder et admirer. Car ce qui est assez touchant chez Guitry, qu'on a beaucoup célébré et également beaucoup critiqué d'ailleurs, c'est qu'il était un admirateur éperdu de gens de toute qualité d'ailleurs, de toutes activités auxquelles il consacrait des chroniques, des billets, des ouvrages quelquefois. C'est un grand admireur et ça n'est pas le côté le plus familier, je crois, du personnage, le plus connu en tout cas. En tout cas, vous rapportez ce propos dans votre livre, hein. Pour l'instant, Sacha entonne le cantabile et développe son art de vivre. 2 points. Rendre les gens heureux. C'est vraiment là sa ligne de conduite permanente. Oui, c'est un homme de spectacle, et le spectacle, effectivement, a pour vocation de distraire, mais aussi éventuellement, de temps en temps, de faire réfléchir et de regarder ce qui se passe avec un esprit critique. Ce qui est assez caractéristique, au fond, de Sacha Guitry. Après tout, quand il évoque les ménages bourgeois, la domesticité, etc., Dieu sait s'il l'a fait, Désiré, Quadrille, etc. Bon, il a un regard, je dirais, complice et malin à l'endroit de cette société de laquelle il procède lui-même, d'ailleurs, une société plutôt à l'aise, une société bourgeoise tout à fait bien dans ses baskets, si je puis dire, et qui regarde néanmoins avec un esprit, encore une fois, un tout petit peu, oui, avec un peu de recul et avec infiniment d'ironie. L'ironie, ça peut créer le bonheur, ou en tout cas la distraction. On sort de soi, on voit d'autres intrigues, d'autres paysages, d'autres contextes. Et ça, de ce point de vue-là, faut reconnaître qu'il est, sinon insurpassable, en tout cas, il est extraordinairement talentueux. Au point qu'il se fait connaître en dehors de nos frontières. Il ne voulait pas que ses films fussent montrés outre-Rhin, mais les officiers allemands présents en France pendant la guerre le connaissaient, l'admiraient et venaient le voir. Mais oui, Guitry a eu des comportements qu'on a pu critiquer pendant l'occupation. On l'a accusé de collaboration, c'est franchement, je crois, un terme excessif pour le coup. Dieu sait qu'il y a eu malheureusement quelques intellectuels français qui sont déshonorés en collaborant bel et bien, mais dans son cas, non. Il n'a jamais dénoncé personne. Il a toujours refusé de se rendre en Allemagne. Bon, il a beaucoup fréquenté, malheureusement, les éminences germaniques en poste à Paris. Oui, on a parlé d'Otto Abetz. Il était très ami d'Otto Abetz, d'avant la guerre d'ailleurs, et pas simplement de la période de l'occupation, où Abetz était ambassadeur du Reich à Paris. Bon, il a été extrêmement imprudent. Il s'est beaucoup montré avec les dignitaires allemands. Bon, imprudence, c'est un terme un peu faible. Bon, parler de collaboration me paraît, à contrario, peut-être excessif. Mais c'est certain qu'il a incarné une certaine forme de bonne entente avec le régime en place, moins d'ailleurs avec Vichy, même s'il dédie un livre au maréchal Pétain, qu'avec les Allemands. Et c'est ça qui, évidemment, dans les années de la Libération, vont apparaître comme absolument insupportables et qui va lui valoir les ennuis que nous savons. Noël Simsolo, dans Sacha Guitry, Les Cahiers du cinéma, rapporte cette anecdote que rapportait également Alain Decaux. Le général allemand Turner vient voir Sacha Guitry à la fin d'un spectacle et lui dit « Monsieur Sacha Guitry, demandez-moi une faveur et je vous l'obtiendrai ». Et on ne peut pas penser que ce soit un geste candide de Sacha Guitry de demander à ce général allemand
une libération d'otages parce que beaucoup des gens d'amis de Sacha Guitry avaient déjà emprisonnés. Le général lui dit « Donnez-moi une liste, mais donnez-moi vite une liste de 10 noms et je vous l'obtiendrai. » Et le lendemain, Sacha Guitry envoie une liste de 11 noms. Et il obtient 11 noms. Ce n'est pas une collaboration. Non, bien sûr, il avait la capacité de, en l'espèce, vu ses bonnes relations avec l'autorité nazie à Paris, il avait la capacité effectivement à intervenir et on sait qu'il a contribué largement à la libération, par exemple, de son ami Tristan Bernard, qui était juif, et qu'il a pu faire libérer de par l'influence et l'amitié qu'il entretenait avec les autorités d'occupation. Il y a un certain nombre de cas comme ceux-là, avérés. Oui. Arletty aussi, d'ailleurs, a milité en la faveur de la libération de Tristan Bernard. Il n'en demeure pas moins que il est difficile de nier qu'il a été à tout le moins un peu trop visible. Oui. Il était dans toutes les chroniques, dans les actualités de l'époque, au cinéma, qui avait été réuni, comme vous savez, Pathé, Gaumont, etc. Bon, il est très très présent. Il est très présent comme un agent de pacification, si je puis dire, entre l'occupant et l'occupé. L'histoire a jugé. L'histoire a jugé. Il est incontestablement du mauvais côté de la barrière. Hein. C'est pas un monde sentiment, c'est la réalité des choses. Guitry était un esprit à la fois, c'est très étrange, parce qu'il est à la fois très léger. Il aime la comédie, bien que beaucoup de ses pièces, contrairement à ce qu'on dit souvent, ne sont pas du tout des comédies. Oui. La Poison n'est pas du tout une comédie. Non, un sujet de roman qui est une pièce absolument magnifique, ça n'a rien à voir avec la comédie, c'est plutôt le drame psychologique. Bon. Donc Guitry est quelqu'un de double ou de triple dans sa pratique, dans sa manière, dans ce qui le hante aussi. Il n'en demeure pas moins qu'il a une conscience très légère et très insuffisante, faut bien le dire, de la réalité. Il ne se rend absolument pas compte de la manière dont dont le grand public reçoit son comportement avec les Allemands. Il a l'impression qu'au contraire, après tout, la vie a repris. C'est pas si mal, il faut distraire les Français, il faut les amuser, quel que soit le prix à payer. Bon. Et c'était sa manière de servir la France, sans doute. Oui, alors, oui, ça devait aller jusque-là, et pourtant, Dieu sait qu'il a été mis en garde. Il était, par exemple, comme on sait, très ami d'Albert Wilmetz. Bon, Wilmetz est un auteur d'un nombre incalculable d'œuvres lyriques, de comédies, etc., certaines écrites d'ailleurs en collaboration avec Guitry. Et Albert Wilmetz était un type beaucoup plus conscient de la réalité historique que traversait le pays à ce moment-là, et n'a jamais cessé de mettre en garde Guitry contre son imprudence. Oui. Bon. L'autre n'en a absolument jamais tenu compte, et ça lui a valu les ennuis qu'on sait, qui, par rapport au contexte, encore une fois, on est à la libération de la France après 4 années épouvantables, on peut comprendre qu'il y a eu un désir de règlement, peut-être de vengeance aussi, fondé en partie sur la jalousie qu'il a exercée, qu'il a fait naître de par son existence. Il faut voir aussi ce qu'était l'hôtel particulier de Sacha Guitry au Champ de Mars, donc qui est une espèce de musée qui traduit bien d'ailleurs ses propres goûts, magnifiques, somptueux, somptuaires d'une certaine façon. On trouve des pièces de Renoir, de Modigliani. Bien sûr, il était l'ami des peintres, l'ami des musiciens. Des partitions de Mozart. Bon. Et voilà, et il vit dans une opulence extraordinaire, avec d'ailleurs une générosité incontestable. Il est tout sauf avare, c'est un type qui est très généreux de lui-même, Guitry. Bon. Mais totalement inconscient du fait que tout le monde ne peut pas entendre le message qu'il achemine, et qu'il est des gens, heureusement, qui vont réagir violemment contre cela. Il n'a aucune idée de ce que c'est que la résistance, par exemple. Mais aucune idée. Bon. C'est un type qui est quand même en grande partie coupé de la réalité que vivent ses compatriotes et ses contemporains, ceci expliquant cela. Bon, il y a à côté de ça, là encore, la postérité a jugé. On sait qu'il est arrêté très tôt, en août 44, qu'il passe quelque temps en prison. On sent manifestement la vengeance. À côté de ça, une enquête judiciaire a lieu sur son comportement, qui se solde par un non-lieu. Un non-lieu. Ça veut dire que ça n'a pas existé, qu'il n'y a pas de raison de poursuivre, etc. C'est-à-dire que, encore une fois, Sacha Guitry n'a dénoncé personne. Et je crois qu'il y a eu une deuxième enquête en plus derrière. Oui, tout à fait. Donc il y a 2 non-lieux. Donc il a été exonéré. Ça n'est pas parce que la justice a prononcé ce jugement que la question ne se pose pas. Très honnêtement, quand on le voit se pavaner, car il n'y a pas d'autre mot, en compagnie de Jean Cocteau, entre parenthèses, il n'est pas tout seul, bon, et d'aller lécher les bottes d'Arnaud Breker, le sculpteur nazi, etc., en compagnie d'Otto Abetz, d'un certain nombre de dignitaires du Parti national-socialiste allemand, on a quand même, on a de l'effroi.
Et c'est quand même un comportement qui est épouvantable. Oui. Bon, Mais à côté de ça, il le côtoie pendant la guerre. On a ça dans le journal d'Ernst Junger. Justement, Ernst Junger, qui le rencontre dans sa propriété. Oui, oui. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Ernst Junger sera interdit de publier de 45 à 49. Premier roman qu'il publiera, ce sera Héliopolis. Et puis, Sacha Guitry, lui, sera interdit de produire dans la même période. Quand on voit l'analyse que fait Junger de la guerre, que c'est par cet Allemand que sortira un petit livre intitulé La paix pour que tous les pays belligérants sortent vainqueurs de cette guerre, on peut se poser des questions quand même. Mais là, comme vous le disiez, l'histoire suit son cours. Peut-être pouvons-nous dire aussi, revenir un peu sur les personnes qu'il a pu côtoyer, parce que on peut lire que quelqu'un comme Paul Léotot admirait Sacha Guitry. Quand on entend dans les émissions qu'a pu donner Paul Léotot, avant qu'il admire quelqu'un, il fallait quand même se lever de bonne heure. Léotot a été un des premiers à repérer le talent du jeune Sacha Guitry au théâtre. Très très tôt, quand on lit ce merveilleux recueil de critiques de théâtre de Léotot, le théâtre de Maurice Boissard, qui était le pseudonyme qu'il employait pour écrire sur le théâtre dans le Mercure de France, Léotot a la dent très très dure et souvent tout à fait justifié lorsqu'il brocarde ceux qu'on croit être les grands dramaturges des années, disons, de l'entre-deux-guerres, et même antérieurement d'ailleurs, du début du siècle jusqu'à en gros 1935, 40, etc. Bon, et il n'a pas de mots assez sévères pour ironiser sur des polaires vieux, sur des Saint-Georges de Bouélier, auteurs dramatiques obscurs, Hervieux, qui est totalement illisible, Henri Bataille, qui meurt prématurément, etc., qu'on égale à Racine. Faut voir de quoi on parle. Le théâtre de ces gens-là est absolument illisible et injouable aujourd'hui. En revanche, Léotot discerne chez Guitry une fantaisie, une liberté de ton et de construction extraordinaire. Et à l'époque, il est quasiment le seul à défendre Guitry. Oui. Bon. Et Guitry a eu cette chance, fondée sur son talent incontestable, et il a eu cette chance d'être soutenu par des gens qui étaient beaucoup plus âgés que lui, qui n'étaient pas effrayés, si je puis dire, par sa jeunesse, au nombre desquels, évidemment, Léotot, mais aussi sa première épouse, Charlotte Lysès. Oui. Bon, Charlotte Lysès est une femme d'une très grande intelligence, qui est comédienne, et qui va s'éprendre de Sacha après avoir été la maîtresse de Lucien, le père de Sacha Guitry. C'est-à-dire que déjà, la vie de ces gens-là, c'est une pièce de Guitry. Hein, parce que Charlotte est à la fois la maîtresse du père et du fils. Vous me direz qu'après tout, on a déjà vu ça dans certaines tragédies antiques comme Phèdre, et que, après tout, rien n'est nouveau sous le soleil, c'est vrai. N'empêche que Guitry est quelqu'un qui d'abord est un génie précoce, ça je crois qu'on peut le dire, en termes d'écriture, qui va vouloir comme son père, pour qui il a plus que de l'admiration, c'est de la vénération. C'est la vénération. Son père qui l'enlève pour... bien sûr, c'est magnifique. Pour revivre avec lui. Oui, oui, il l'emmène à Saint-Pétersbourg, où il est pensionnaire du théâtre Michel. Le prénom Sacha. Absolument. Sacha étant le diminutif d'Alexandre, et en russe. Et qu'est-ce que vous voulez, l'histoire effectivement de l'enlèvement de Sacha par son père, puisque les parents de Sacha sont séparés. Sa mère vit à Paris, son père est la moitié de l'année au théâtre Michel de Saint-Pétersbourg, auprès de la cour du tsar, où on joue en français des pièces de notre répertoire, tellement la langue française est la langue internationale, et notamment auprès de la cour des Romanov. Bon, le père va enlever un soir d'hiver son fils, alors qu'il prend un goûter chez sa grand-mère. Il l'enlève littéralement et il l'emmène en fiacre à la gare. Ils prennent le train, le Nord Express, et les voici à Saint-Pétersbourg. C'est extraordinaire. Le pendant de cet aspect presque, je dirais pas comique, mais de comédie d'amour entre un père et un fils et son père, se double de leur brouille, puisqu'une brouille va intervenir pour des raisons imbéciles, comme souvent les brouilles, et elle va durer 13 ans. De perruques pas mises. Voilà, exactement, de costumes mal assujettis, etc. Bref, tout ça évidemment, tout ça sont des faits avérés, ce ne sont pas des légendes, mais elle s'apparente à une forme de légende qui n'a jamais cessé d'accompagner Guitry. C'est un homme au-delà du réel. Avec lui, le réel ne lui suffit pas. Et sa propre existence, 5 mariages encore une fois. Dont un orthodoxe. Oui. Là aussi, c'est quand même extraordinaire, cette espèce de curiosité, d'envie de la vie sous tous ces aspects, et voilà, et ça amène à certains moments des égarements, c'est comme ça.
Alors, on va pas revenir sur les égarements, mais nous n'allons pas non plus nous égarer parmi les noms d'acteurs. On va en citer quelques-uns, parce que il y a une foule de noms qui se pressent dans les films qu'il a pu... Alors, on va citer évidemment Jacqueline de Lubac, Michel Simon dans La Poison, qui est immense, Fernandel, Rému, Jean-Louis Barrault, Pauline Carton. Je pense aussi à Marguerite Moreno, dont on ne se souvient plus guère aujourd'hui. Michel Serrault, qui fait ses débuts avec lui, il faut quand même le dire. Il y a Darry Cole. Et puis, évidemment, on retrouve aussi Louis de Funès. Oui. Alors, il est une chose assurée, évidente, c'est l'amour de Sacha Guitry pour les comédiens. Oui. D'ailleurs, le comédien... et Orson Welles l'encensera, d'ailleurs. Il faut quand même préciser. C'est un type qui a un amour des acteurs et un discernement quant à leur talent qui est tout à fait formidable. Guitry était adoré des comédiens, de ces comédiens, adoré par des gens dont quelquefois le comportement était agressif, désagréable, etc., et qui avaient du mal, au fond, à traduire leur propre admiration. Michel Simon n'est pas quelqu'un d'aimable ni de commode. Il avait de la vénération pour Guitry. Il faut dire que c'était justifié. Ça se voit dans le générique de La Poison. Ah, mais bien sûr. Parce qu'il le surprend. Sacha Guitry surprend Michel Simon. Absolument. Et ces types-là sont quand même d'une dimension un peu supérieure à la moyenne de ce que nous sommes, nous, pauvres humains. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de démesure il y a un excès qui peut être la marque du génie. Car Guitry, qui n'a jamais joué que du Guitry, ou pratiquement, sauf à ses tout débuts, Guitry, il a joué du Guitry. Bon, mis en scène par Guitry dans un théâtre de Guitry. À part ça, on tournait un film de Guitry, que lui-même dirigeait, dans les décors de la pièce, et on était dans une espèce d'autarcie artistique extraordinaire. Bon. À côté de ça, il célébrait les acteurs. Vous avez cité Pauline Carton, on ajoutera Jeanne Fusilier-Gire, qui est un peu son alter ego, l'immense Marguerite Moreno, héroïne du roman d'un tricheur, qui est un pur chef-d'œuvre. Pur chef-d'œuvre. Tel que, d'ailleurs, François Truffaut l'avait illustré, avait expliqué en quoi le roman des tricheurs est un film génial, ce qui est absolument l'évidence. Ne serait-ce que le générique. Le générique et la structure, l'idée d'un film finalement en off, sauf une réplique dite précisément par Marguerite Moreno, dont on sait que Marguerite Moreno a été une actrice absolument immense, et pour laquelle Guitry, il suffit de regarder la manière dont il la regarde, d'ailleurs, dont la caméra la regarde, on sent à la fois la vénération, l'admiration, l'attendrissement presque pour cette femme au physique invraisemblable. C'est elle qui crée La Folle de Chaillot de Giraudoux en 46. Bon, et cette espèce de ferveur à l'endroit du métier d'acteur, qui est le métier du père. On en revient toujours à ça. C'est que la figure centrale, je crois, de l'inspiration guitryesque, c'est Lucien Guitry. D'ailleurs, mon père avait raison. Mon père avait raison, et ô combien. Et puis, cette histoire est magnifique. La brouille se termine parce que, épuisé d'une attente qui n'en finit plus, le père incognito va voir jouer son fils, achète une place, se met au dernier rang, et le voit, et émerveillé, ému, etc. Il se précipite dans la loge au baisser du rideau, et ils se tombent dans les bras, ils ne se quitteront plus jusqu'à la mort de Guitry. Après quoi? Après plus de 10 ans, 13 ans de... 13 ans de brouille. C'est long, 13 ans. Mais après leur retrouvaille, donc, et jusqu'à la mort du père, en 1925, de Lucien Guitry, ils se verront tous les jours, ils s'écriront quand Sacha est en tournée, etc. C'est une histoire d'amour absolument admirable. Et au total, les histoires d'amour entre un père et un fils, ça n'est pas la figure de style la plus fréquente, la plus répandue. L'histoire d'amour, ça fait le spectacle et la condition humaine depuis toujours. Mais l'histoire d'amour père-fils, c'est moins fréquemment représenté. Et là, de ce point de vue-là, on ne peut que s'incliner devant les œuvres de Sacha qui véhiculent ça. Alors nous allons parler peut-être d'une autre relation, qui ne sera peut-être pas d'amour. Je n'ai pas réussi à trouver quoi que ce soit au sujet d'une relation d'acteur entre Sacha Guitry et Louis Jouvet. Est-ce qu'on sait? Parce qu'il ne le fait jamais jouer dans ses pièces. Non, c'est vrai. Est-ce qu'il s'appréciait? Est-ce qu'il s'estimait sans réelle attention ni amour réciproque? Guitry avait de l'admiration pour le parcours et pour l'exigence de Louis Jouvet. Mais il faut reconnaître que, bien qu'ils fussent contemporains, et l'inspiration et le style diffèrent du tout au tout. Il y a une chose en commun entre eux, c'est que ce sont des hommes de troupe. Louis Jouvet, il est formé par Charles Dulin, par la troupe du Vieux Colombier, et il va réunir autour de lui une troupe
un peu informelle, mais une troupe quand même, notamment dans l'interprétation des pièces de Jean Giraudoux, dans les 2 théâtres qu'a dirigé Louis Jouvet. Chez Guitry, il y a aussi une forme de troupe d'ailleurs, tout aussi informelle. C'est les acteurs que vous avez cités, mais vous pourrez en ajouter beaucoup d'autres. Je pense à des gens comme Victor Boucher ou Arletty, qui sont des acteurs magnifiques et qu'il a admirablement servi. Mais effectivement, il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de point de rencontre, il n'y a pas un spectacle dans lequel il se trouve associé. Jouvet n'a jamais monté Guitry, et Guitry n'a jamais requis Jouvet. Ce sont des contemporains, ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas non plus des rivaux, ce sont des confrères. Alors, puisque nous parlons des films, nous allons citer ceux que nous avons pu montrer, que nous allons continuer à montrer au cinéma Les Studios de Brest, puisque quelques films de Sacha Guitry ont été numérisés ou renumérisés pour les adapter donc sur nos écrans. Nous avons commencé en décembre 2023 avec Le Roman d'un tricheur, évidemment on a envie de dire à tout seigneur tout honneur. Magnifique, oui. Puis en janvier, donc Faisons un rêve. Et nous allons continuer donc en février avec La Poison, Mon père avait raison au mois de mars. En avril, ce sera Autour du diable boiteux, donc dans lequel Sacha Guitry incarne Talleyrand. Puis 2 films qui sont courts, ceux de chez nous, filmés en 1915, film muet, dans lequel on pourra parler, et ainsi que Le mot de Cambronne, seront projetés le 7 mai. Et Donne-moi tes yeux, donc au mois de juin. Olivier Barraud, suite à votre petit livre coécrit avec Raymond Chirat, suite aux rétrospectives des films de Sacha Guitry qui ont commencé l'été dernier à La Rochelle et maintenant dans différentes villes de France comme Brest, est-ce que cela vous fait plaisir à vous personnellement que les films de Sacha Guitry, puissent être vus et revus aujourd'hui? Mais ce sont des œuvres qui ont une telle qualité. Pour certaines d'entre elles, il y a aussi de très mauvais films de Sacha Guitry, vraiment. Votre sélection est difficile à contester. Je suis pas complètement fanatique de Donne-moi tes yeux, alors que un film que vous n'avez pas retenu comme Le Nouveau Testament, que je trouve absolument génial, à mon avis, aurait mérité d'être montré. Mais je ne peux évidemment que me réjouir du fait que quelque chose comme Le Roman d'un tricheur, effectivement, ou Faisons un rêve. Oui. Bon, il faut bien sûr que ces films vont procurer à ceux qui les découvrent, et notamment aux plus jeunes, j'espère, un grand agrément. Je pense qu'il faut simplement les mettre en perspective, de manière à ce que, après tout, c'est du vieux cinéma français en noir et blanc, tout ça. Hein. Bon, et ceux de chez nous, c'est un film muet, puisqu'il a l'idée de le tourner en 1915. Il a cette idée prodigieuse, et ça montre sa curiosité, son amour au fond de l'art, l'amour de l'art. C'est qu'il va interviewer, enfin, pas interviewer parce que le cinéma est muet à l'époque, mais il va filmer les plus grandes célébrités de son temps. Sans même qu'ils comprennent pourquoi, parfois, voilà, comme Rodin. Alors, il va interviewer les peintres impressionnistes, il va interviewer Sarah Bernard, Anatole France, Camille Saint-Saëns, etc. Edmond Rostand. Et les seules images qu'on ait de ces gens-là, qui encore une fois sont des gens qui ont vécu avant l'irruption, l'arrivée du cinéma parlant vers 1930, il le fait par admiration éperdue pour Claude Monet. Bon, et il ne se trompe pas sur le choix des peintres, même si ça se passe mal avec Manet par exemple, bon, qui veut pas qu'on le filme. Bon, c'est magnifique. Et il a, en 1915, il est encore un tout jeune homme. Eh bien, il emprunte une caméra et il va surprendre effectivement les plus grandes gloires de l'art français du temps à leur insu pour en conserver une image. C'est formidable de générosité quand même, et d'intelligence, et de prévoyance, de prescience, bon. Ça, c'est Sacha Guitry dans son meilleur, la curiosité, l'admiration, l'amour, etc. Donc, bien sûr que il est tout à fait heureux et bienvenu de voir ou de revoir les films de Sacha Guitry. Je suis convaincu qu'un public d'aujourd'hui, fût-il peu prévenu à l'endroit du personnage, de l'œuvre, etc., ignorant, on peut tout ignorer de Guitry, mais je suis absolument certain, je m'engage à ce que tout spectateur du Roman des tricheurs, il prendra, comme disait l'autre, un plaisir extrême, si Peau d'âne m'était compté, etc. Non, c'est une merveille de fantaisie, de légèreté, d'intelligence, et un peu de vacherie aussi. Et c'est pas mal, la vacherie.
Pourquoi de la vacherie? Parce qu'il a un regard critique sur tout ça. Ah, par exemple, sur la justice? Dans la poison, dans la poison, c'est formidable. C'est L'histoire d'un type qui veut assassiner sa femme et qui, redoutant les poursuites judiciaires, va consulter un avocat pour savoir ce qu'il faut dire et comment se comporter après qu'il aura commis son forfait, qu'il commet bel et bien d'ailleurs. C'est quand même formidable. Qu'il commet Mais sur les injonctions ou les conseils inconscients de l'avocat. Bon, c'est un truc, c'est totalement amoral ou immoral et c'est merveilleux comme cela. Oui. Parce qu'il faut reconnaître qu'on donne raison à l'assassin. Oui. L'épouse étant épouvantable, effectivement. Il revient en triomphe dans son village porté par les villageois. On peut comprendre qu'il est un petit peu fait scandale, il faut reconnaître. Et ce qui est merveilleux avec Guitry, c'est que c'est à la fois la quintessence de la bourgeoisie et c'est en même temps une condamnation de la morale bourgeoise. Bon, je ne vais pas faire de Sacha Guitry un révolutionnaire, mais il n'en demeure pas moins que son regard sur la société, sur les conventions, les conformismes, sur la morale sélective, c'est tout à fait admirable. Vous n'avez pas retenu non plus un film absolument délicieux qui est Ils étaient 9 célibataires, qui est un film tourné en 1939, et dans lequel déjà, c'est ça qui est extraordinaire avec lui, c'est que l'air de rien, il prend parti. Ils étaient 9 célibataires, c'est quand même un film qui brocarde la facilité qui est faite à un certain nombre de gens d'épouser des riches étrangères pour se planquer, pour échapper à la justice, etc. C'est un film d'une amoralité totale et de ce point de vue-là tellement jubilatoire. Bon. C'est-à-dire que Guitry n'est pas soluble uniquement dans l'eau potable, si je puis dire. Il y a quelque chose de pernicieux. Il y a un poison Guitry, et ce n'est pas un hasard si l'un de ses films porte ce titre.